Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être parmi nous. Vincent Carbaol, vous venez de Brest. Aurélie Doux, vous avez fait la route depuis Bordeaux pour nous rejoindre, pour parler de cette question de l'observation des océans. Et tous les deux, vous avez cette vision observation, mais aussi protection, grâce à la vision du satellite, qui permet d'avoir du coup une vision très très large pour protéger l'océan. Peut-être qu'on peut commencer avec vous, Vincent Carbaol. Si j'ai bien compris, vous pouvez, avec une vue depuis l'espace, identifier si deux navires se rencontrent pour peut-être de la pêche illégale, pour du transbordement, vous pouvez voir une pollution depuis l'espace. Enfin, comment est-ce que, depuis là-haut, on peut protéger l'océan en voyant l'immensité et en identifiant? Oui, effectivement, on utilise aujourd'hui une batterie de satellites d'observation de la Terre avec différentes technologies, technologies d'imagerie optique, que les gens ont l'habitude de voir en regardant par exemple des données météo, mais également des images radars qui nous permettent d'observer ce qui se passe sur les océans de jour comme de nuit, y compris dans le cas d'une couverture nuageuse. Et cette technologie nous permet de voir, si vous voulez, ce qui se passe au-delà même de la façon dont les navires qui sont présents sur zone pourraient déclarer ou non leur position. Voilà. Donc ça apporte une information complémentaire et on est capable de détecter les navires sur ces images-là, de les caractériser et effectivement, le cas échéant, de voir s'ils se rencontrent en mer pour se livrer ou non d'ailleurs à des activités légales. Parce que vous avez un volet renseignement, mais aussi tout un côté intelligence artificielle où vous pouvez détecter un navire, il va d'un point A à un point B et bizarrement il dévie sa route et là ça vous met la puce à l'oreille et vous allez viser un peu plus avec le satellite pour identifier ce qu'il fait et pourquoi il se détourne. C'est ça, on combine vraiment différents systèmes satellitaires. On a vu en introduction les technologies de suivi de navires. Suivre un navire, c'est quelque chose, mais certains navires ne se déclarent pas, parce que précisément ils veulent entre guillemets passer sous les radars. Et donc on va utiliser des images. Et aujourd'hui il y a une telle profusion de données avec un choix parmi les satellites qui est vraiment beaucoup plus important que ce qu'on pouvait connaître il y a 10 ou 15 ans, si bien qu'on utilise des moyens informatiques pour traiter automatiquement et effectivement faire remonter des alertes lorsqu'on observe un comportement de navire qui sort de l'ordinaire. Qui peut être lié à du trafic de drogue ou de la pêche illégale et on passe la pêche d'un navire à l'autre et c'est là que ça devient une question de protection de la ressource. Exactement, exactement. De votre côté, chez ICI, Aurélie Doux, vous avez aussi ce côté surveillance depuis l'espace, vous plus sur la turbidité des eaux. Si jamais on fait des travaux portuaires, on va draguer un port et puis soudain on met des sédiments en suspension et vous, depuis l'espace, vous pouvez faire un état zéro, dire l'eau elle devrait être de cette couleur et là elle est devenue un peu louche en termes de colorimétrie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous protégez aussi ces zones, que ce soit portuaires ou de travaux maritimes, depuis l'espace? Oui, tout à fait, Lucie. Chez ICI, on est spécialiste des problématiques littorales observées par le spatial. Et donc cet exemple qui est cité là, effectivement, s'inscrit finalement dans la préservation de la qualité de l'eau du milieu marin, plutôt littoral et côtier, face à des activités qui sont de type usage de la mer côtière par rapport à des activités portuaires de dragage, pour le maintien de l'accès aux infrastructures portuaires à des côtes, à des profondeurs qui soient possibles pour faire passer finalement les bateaux de commerce en général et les amener jusqu'au port. Donc finalement, il y a une réglementation assez forte en France et en Europe au type de différentes directives cadres. Donc dans ce contexte réglementaire, le spatial, l'imagerie satellite, elle amène de l'information supplémentaire, complémentaire aux réseaux de mesure in situ qui font foi et référence et donc permet de spatialiser finalement une information à une échelle un peu plus vaste et d'amener notamment aussi finalement une espèce de background, une information un peu dense sur une analyse historique, rétrospective des conditions de turbidité naturelle auxquelles on peut s'attendre finalement sur une future zone de chantier. Donc ça effectivement c'est un des points finalement où le spatial apporte de la valeur ajoutée pour de la surveillance environnementale du milieu marin. Quand bien même on est sur du côtier, alors que vous, chez CLS, vous êtes vraiment au large. Et il y a un autre volet sur lequel, même tout près des terres, on a un intérêt à utiliser le spatial, c'est sur le suivi du trait de côte pour savoir si la côte s'érode, s'il est d'une recul. Et ça, c'est une application du spatial qui peut aussi avoir une application directe sur la vie des citoyens, des habitants, parce que c'est ça qui va permettre de savoir si, dans le plan local d'urbanisme, on va pouvoir ou non s'installer près de la côte. Donc comment est-ce que vous travaillez sur ce suivi de trait de côte par satellite? Oui, là aussi, c'est un autre domaine d'application qui concerne plutôt les risques littoraux, les risques côtiers, d'érosion du littoral ou de submersion marine.
Il faut savoir que l'Agence spatiale européenne a mis en œuvre un programme qui vise donc à prototyper une offre de services basée sur les données spatiales, les données satellitaires d'imagerie, pour caractériser, suivre et accompagner les gestionnaires du littoral, donc les collectivités littorales, dans la mise en œuvre de leur stratégie de gestion du trait de côte. Et là aussi, l'imagerie satellitaire qui permet un passage régulier, tous les quelques jours, en tout point du globe et en tout point de nos communes du bord de mer, permet d'accompagner dans une amélioration de la connaissance et la caractérisation du risque de l'aléa érosion, mais également dans l'accompagnement au quotidien de la collectivité qui doit faire face finalement à un certain nombre de mesures de gestion de son littoral et de son bord de mer, notamment par du rechargement de plages quand arrivent les grandes marées. Et là aussi, on est assez convaincu que finalement, cette régularité dans l'apport d'informations par l'imagerie satellitaire peut aider au pilotage finalement au quotidien, au rechargement de plage, à une meilleure orientation finalement des mesures de gestion qu'il faut mettre en œuvre au quotidien pour préserver, protéger les enjeux qui existent sur le littoral, les biens et les personnes, notamment sur les fonds de mer qui sont urbanisés. Ouais. Oui, urbanisé et du coup menacé. L'imagerie satellite, c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé. On le voit effectivement pour la météo, mais vraiment, comment est-ce que la couleur qui va nous arriver depuis l'espace peut nous donner des indications sur l'état de la mer? Enfin, c'est quelque chose chez CLS que vous utilisez beaucoup aussi, du suivi de l'état de l'eau, aussi en lien avec des bouées. Enfin, il y a vraiment tout un lien entre la mer et l'espace. Est-ce qu'on peut conclure là-dessus, sur ce lien entre vraiment l'information qui nous vient du terrain, qui remonte, qui redescend, enfin, sur ce ping-pong? Aujourd'hui, savoir ce qui se passe en mer, c'est vraiment fusionner diverses sources de données. Donc on a parlé de données in situ, on a parlé de modèles, on a parlé de données satellites. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est bien faire le lien entre ces différentes informations. Les images satellites, selon les technologies, permettent de caractériser certains paramètres de l'océan, quelquefois les courants, quelquefois les états de mer, les vents, les vagues, etc. Et donc on combine l'ensemble de ces informations, que ce soit à la fois sur les problématiques environnementales ou bien liées à la sécurité, pour avoir, je dirais, une vision la plus fine possible dans des coins où, quand on est loin des côtes, finalement, il n'y a pas grand-chose comme information à fournir. Donc c'est bien là que le spatial, je dirais, apporte toute sa valeur. Et aussi près des côtes, puisque les travaux portuaires ont aussi des suivis souvent par bouée et une connectivité des données pour coupler tout ça. Et le satellite arrive comme dans un bouquet de données pour protéger et observer l'océan au mieux. Merci beaucoup à tous les deux pour votre intervention sur cette question d'observation. Je vais laisser la main à Jade pour enchaîner avec la suite. Merci beaucoup. Alors, peut-être déjà, on a reçu quelques questions pour nos invités. Alors, première question, pensez-vous que la balise AIS est suffisante ou voyez-vous un besoin complémentaire pour sécuriser les courses, par exemple ? Ça, c'est une question pour toi. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, la balise AIS fournit, on l'a vu vraiment dans le cas précédent, des informations plus précises que lorsque on est véritablement sur zone, là où le spatial va donner, je dirais, une vue synoptique et une information sur la présence d'un navire ou pas à très grande échelle. Mais au-delà des courses, l'AIS aujourd'hui ne se suffit pas, parce que finalement c'est un système qui, on le voit notamment dans les problématiques de surveillance de trafic en tout genre, peut être assez facilement, sinon falsifié, au moins éteint. Voilà, c'est des choses qu'on observe de manière assez classique, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avoir une compréhension de ce qui se passe pour des problématiques de sécurité des personnes en mer, pour des problématiques environnementales, etc., il faut vraiment combiner différentes sources d'informations qui vont apporter chacun sa pièce pour donner une vue globale de ce qui se passe. Peut-être pour les personnes qui connaissent un peu moins le milieu maritime, on peut revenir sur ce qu'est l'AIS. C'est ce système qui est présent sur les bateaux, qu'on peut allumer ou éteindre en cas d'activité illégale, et qui permet d'avoir une carte du monde avec une vision de tous les navires qui circulent à l'instant T. Vraiment en temps réel, on peut géolocaliser un navire qui soit en réparation à Brest ou en mer à Singapour ou autre. On peut vraiment suivre la carte du monde de tous les navires. C'est ça. Et à la base, c'est un système qui a été prévu pour l'anticollision
collisions entre les navires et qui finalement s'avère beaucoup plus intéressant que ça, puisqu'on sait où sont les navires. Et il y a eu un tournant important au début des années 2010, lorsqu'on a pu récupérer cette information aussi depuis l'espace. Donc tout d'un coup, je dirais qu'une vision du trafic global à l'échelle mondiale s'est éclairée lorsque on a pu utiliser cette technologie à l'aide du spatial. Mais ça reste un système déclaratif. Qui dit déclaratif, c'est très bien pour suivre, je dirais, les gens qui globalement se conforment à la réglementation. Mais si vous ne vous conformez pas à la réglementation, ou simplement si vous avez des problèmes techniques, eh bien, effectivement, les autres systèmes peuvent prendre le relais pour apporter d'autres informations. Et recouper. Alors peut-être une autre question pour vous. Quel a été le rôle de CLS justement dans le sauvetage de Kevin Escoffier par Jean Lecam? On en parlait en tout début d'émission. Est-ce que alors, un peu plus en fait, dans le cadre du Vendée Globe, on intervenait sur plusieurs sujets. Alors, ça a été dit très rapidement, notamment la surveillance des icebergs pour aussi assurer la sécurité des navires. Mais effectivement, dans le cas de Kevin Escoffier, donc il y a un problème avec son navire. Il se trouve que CLS est l'opérateur du système, ce qu'on appelle le système COSPAS-SARSAT, qui donc on est opérateur pour le compte des affaires maritimes. Le centre est situé au CNES à Toulouse. Et lorsqu'une balise de détresse est activée, donc nous avons reçu l'information très rapidement, donc des informations qui fournissent notamment la position du navire, et cette information est envoyée ensuite au centre des crosses en Manche, qui ensuite va se charger de coordonner avec la direction de course, avec les navigateurs les plus proches sur zone, de sauver Kevin Escoffier. Très bien, merci.